Bonjour Charmant, bienvenue sur Raisin d'être par Vinny Daily. Je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui sur notre podcast pour notre premier épisode. Quel honneur. Écoute, c'est plutôt un honneur pour moi, hein. Quel plaisir d'être ici et de pouvoir démarrer cette première série, surtout dans cet endroit bourré d'énergie, donc ravi d'être ici. Bah écoute, plaisir vraiment partagé. Ce que je te propose, c'est de commencer un peu par te présenter de manière très libre, donc floor is yours. Oula, alors on peut dire que je suis 50% champenois, 50% bourguignon. Donc je dois avoir peut-être du pinot noir dans mon sang, hein, probablement, puisque je suis originaire de Bourgogne. Je suis tombé dans le vin quand j'étais tout petit, puisque mon grand-père était producteur de vin à Meursault. D'accord. Et puis donc j'ai passé une partie de mon enfance en Bourgogne, j'ai encore toute ma famille qui est en Bourgogne. Et puis la deuxième partie plutôt en Champagne, puisque ça fait maintenant plus de 20 ans que je m'occupe de différentes maisons de Champagne, dont Bollinger aujourd'hui. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le début de ton parcours professionnel dans l'univers des vins, des spiritueux? Comment est-ce que tu as articulé cette arrivée jusqu'à Bollinger, on va dire? Alors c'est un peu un concours de circonstances. Alors je pense que étant tombé dedans quand j'étais tout petit, je pense que naturellement c'est quelque chose qui m'a attiré. Et puis j'ai fait une école de commerce assez classique. Et à la fin de l'école de commerce, je m'occupais de pas mal d'événements, de soirées d'étudiants et autres. Et donc naturellement je suis rentré dans un groupe de vins et spiritueux. Ok, c'est une association. Alors alors là directement en stage en fait, je suis rentré en stage directement dans un Ok. groupe qui était Bacardi Martini, Ok. où je m'occupais des soirées étudiantes au départ. Et puis donc ça j'ai mis mon pied, puis petit à petit donc j'ai passé quelques années chez Bacardi Martini, j'ai fait un petit tour dans le chocolat pendant un moment chez Lindt. Ok. Et puis en 2000, c'était un peu le moment où on avait l'impression que c'est un peu la même période que l'année dernière, un moment un peu fou où on sentait énormément d'énergie. Donc à ce moment-là, je suis parti, j'ai fait un petit tour d'Asie pendant 8 mois avec un copain. Et puis après, je suis revenu et on est rentré dans une start-up qui s'appelle Magnum Vinum, Ok. qui était la start-up de la revue du vin de France. D'accord. Donc c'était en 2000, ça paraît loin maintenant, hein. Et en 2000, on avait l'impression qu'avec nos startups, on allait racheter tous les grands groupes et que c'était terminé, les grands groupes de vins et spiritueux étaient Et terminés. alors? Et 20 ans après, en fait, ça fait la taille d'une startup, ça fait la taille toujours d'une startup et d'un caviste, j'étais dans une première startup qui s'appelait Magnum Vinum, qui est devenue ensuite, qui a fusionné avec Wine Co. D'accord. Ok. Et Qui Wine existe Co qui toujours? était à Aix-en-Provence et qui existe toujours. Et donc ce sont des années, voilà, c'était les années un peu start-up, puis après la bulle a explosé. Et donc je suis reparti dans un groupe, je suis parti à ce moment-là dans un groupe britannique D'accord. qui s'appelait à l'époque Allied de Mec, et qui a été racheté, et ils m'ont recruté pour s'occuper du champagne, et puisqu'ils venaient d'acheter Moum et Perrier-Jouët à l'époque. Et ensuite ils ont fusionné avec Pernod Ricard, donc je suis rentré chez Pernod Ricard pour intégrer les maisons de champagne Moum et Perrier-Jouët. Et puis ensuite, je suis parti en Corée pendant un certain nombre d'années. Puis je suis revenu en France. Et en France, pour m'occuper du marketing et du commerce international, des marques de cognac et de champagne. Donc Ok. là, j'ai passé pas mal de temps à l'étranger, un peu dans tous les pays. Et puis en 2017, j'ai eu la chance de rencontrer la famille Bollinger et qui m'a proposé de rejoindre Bollinger. Donc ça fait maintenant 5 ans, c'est ma 6e année. Là, on va bientôt attaquer les futures 6e vendanges chez Champagne Bollinger. Et alors, qu'est-ce qui a fait, pour revenir un tout petit peu sur le départ à l'étranger, la Corée, c'était un choix, c'était une envie de découvrir l'Asie, et particulièrement ce pays-là, ou comment ça s'est fait? Non, alors c'est aussi un hasard total, puisque à un moment quand j'étais dans le groupe Pernod Ricard, je leur avais dit, bon, moi mon rêve c'est de partir à l'étranger, je suis trop français. Et donc il m'a dit, t'es ouvert pour toute destination? Alors j'ai dit oui. Et en fait, je savais pas exactement ce qui allait se passer. Et puis 15 jours après, ils m'ont dit, oh, voilà, qu'est-ce que tu penses de la Chine, de l'Inde et de la Corée? Et donc j'ai dit, moi j'étais ouvert sur les trois. Et donc il m'a dit, bingo, c'est la Corée. Donc on est parti Ok. en Corée. Et j'avais un fils qui avait à l'époque 6 mois. Et j'ai ma seconde, ma fille Paloma, qui est née en Corée, à Séoul. Donc elle s'appelle d'ailleurs Paloma Minji, Ok. un petit prénom coréen pour se rappeler de Génial. cette période-là. Donc c'est plus un concours de circonstances. Et ça a été une expérience folle, parce que la Corée, c'est un pays très traditionnel et en même temps très moderne, avec des sociétés comme Samsung, très en avance sur le digital.
donc très très en avance par rapport à l'Europe, et avec un sentiment de vitesse voilà, qui peut nous manquer encore un petit peu aujourd'hui en France. Et j'ai l'impression que ça t'a quand même beaucoup marqué cette période-là. Ouais, c'était une période c'est une période très nouvelle, où tout est nouveau, il faut tout apprendre, il faut s'adapter très vite dans un monde qui n'a pas du tout les mêmes codes. Hein. Non seulement la Corée, c'est un pays qui est très particulier, parce que c'est un pays qui avait le PNB du Ghana dans les années 70 Ah oui. et qui est maintenant dans les 10 plus grandes puissances économiques mondiales, donc il y a eu une accélération complètement folle, et en même temps qui reste très très traditionnelle. Donc voilà, c'était une bonne école d'adaptation pour apprendre à s'adapter à un nouveau contexte. Ok, donc chemin d'adaptation de la start-up au grand groupe à l'étranger, et puis ensuite la maison Bollinger. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé, on va dire, de direction en disant je veux partir d'un grand groupe, je veux m'investir au sein de la maison Bollinger? Alors ça, c'est un cheminement qui est assez profond. C'est-à-dire que les grands groupes ont l'énorme chance de permettre plein d'expériences différentes dans plein de pays différents. Donc c'était un moment très excitant. Et puis je suis rentré dans une phase qui est une phase un peu différente, où j'avais plutôt envie de me stabiliser. C'est-à-dire que ça faisait... dans les grands groupes, c'est bien, mais il faut bouger tous les 3 ans. Oui. Et passer d'un pays à l'autre, d'une fonction à l'autre. J'avais envie déjà de me poser et de m'inscrire sur le temps long. Et dans les vins et spiritueux, la recette numéro 1, c'est le temps long. Donc un peu le problème, c'est quand on bouge trop vite, on n'a pas trop le temps de voir les résultats de ce qu'on fait. Donc je voulais vraiment m'intégrer dans le temps. Je voulais en même temps avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, et pas uniquement d'une partie. Ok. Et ça, c'est la deuxième raison. Puis la troisième raison, c'est purement familial, où j'ai des enfants qui sont encore relativement petits. Donc j'avais envie aussi de leur donner un cadre agréable pour se développer, un peu loin de Paris, avec moins de stress qu'on peut en avoir à Paris. Et donc là, maintenant, on habite à Reims. Et moi, je travaille donc Bollinger, qui est à Haï, un petit village de 2000 habitants. Donc je serais passé de Séoul, 20 millions d'habitants, Paris 2 millions, Reims 200 000, Haï 2000. C'est quoi la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Super. Et du coup, on arrive au sein de la maison Bollinger. Très belle maison. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la maison, comme tu as peut-être l'habitude de le faire, je suppose? Alors, Bollinger, c'est une des dernières maisons 100% familiales de la Champagne. Il n'en reste plus que maintenant 2 ou 3 maisons. Les autres ont été rachetées essentiellement par des grands groupes. Et donc Bollinger a gardé cet esprit très très familial. La maison a été créée il y a quasiment 200 ans. Et c'est la même famille qui est à la tête de Bollinger depuis 200 ans. Donc ce qui est assez exceptionnel. C'est une maison qui a une passion pour le pinot noir. Alors on va en reparler, hein. Le champagne, ça se fait avec 3 cépages, hein, chardonnay, pinot noir, pinot meunier, principalement. Ouais. Et Bollinger, c'est pinot noir, pinot noir, pinot noir. Donc Okay. nous, on se bat, notre cœur vibre pour le pinot noir. C'est peut-être aussi mes origines bourguignonnes qui parlent pour ça. Et donc toute notre mission, c'est de donner le meilleur du pinot noir en Champagne. Et c'est pour ça qu'on a un savoir-faire qui est assez atypique, un savoir-faire qui est essentiellement lié à la vinification sous bois. En Champagne, on fait plutôt de la vinification en cuve. Nous, on vinifie sous bois dans des petits tonneaux bourguignons. On en a 4000 qui permettent d'apporter une patine toute particulière à notre vin. Ça, c'est un des savoir-faire spécifiques. On vieillit très longtemps, à peu près 2 fois la moyenne de la Champagne. Donc on aime le temps long, c'est-à-dire que là, quand on parle de la Corée, c'était temps rapide. Là, on est en temps très long. On aime prendre notre temps. On a aussi une spécificité, c'est notre dimension très vigneronne. Nous sommes à Haï, qui est un village de vignerons, et on a à peu près 180 hectares de vignes en propre, ce qui est très rare en Champagne, parce qu'en Champagne, normalement, beaucoup de maisons achètent plutôt leurs raisins. Nous, on a une grande partie de nos raisins qui viennent de nos propres vignobles. Donc on a cette culture vigneronne qui est très ancrée chez nous, ce qui explique qu'on fait toujours notre vin rouge, d'ailleurs, notre vin tranquille, qui est un point historique. Donc voilà, ça reste une maison très artisanale, avec un savoir-faire très spécifique. Et c'est pour ça qu'on est entreprise du patrimoine vivant aussi, parce qu'on met l'homme au cœur de l'élaboration de nos grands vins. Et du coup, toi, quand tu as entendu, on va dire, sûrement aussi cette présentation, qu'est-ce qui t'a marqué? Tu parlais pas mal du côté familial. J'ai l'impression qu'il y a un gros côté humain aussi dans cette maison. C'est ça aussi peut-être qui t'a... Oui, alors il y a déjà la maison Bollinger et moi, je suis bercé tout petit parce que comme beaucoup de personnes, mes parents pour Noël ou pour le jour de l'an, d'ailleurs surtout en ce moment là, ça me le rappelle, systématiquement prenaient du Bollinger, c'est-à-dire qu'ils avaient une autre maison de champagne pour le reste de l'année, mais Noël et le jour de l'an c'était Bollinger. Donc je l'ai toujours eu comme...
j'ai toujours eu énormément de respect pour cette maison. Le vin était très atypique aussi en le dégustant. Pour moi, ça a toujours été beaucoup plus un vin qu'un champagne, c'est-à-dire c'était un grand vin de champagne. Donc j'en avais une image déjà extrêmement élevée. Et puis je l'avais identifié aussi quand je regardais ce qui se passait dans le marché des maisons de champagne. C'est une maison qui, entre guillemets, qui avait tout bon. C'est-à-dire qu'elle a gardé un savoir-faire exceptionnel. C'est une maison qui est restée très stable dans le temps. Alors qu'on a vu avec souvent les grands groupes, on a beaucoup de mouvements, les maisons bougent beaucoup. Là, il y a une très très grande stabilité, une très grande cohérence dans le style du vin, dans cette discrétion que peut avoir la maison, et qui entraîne du coup un respect énorme, et puis le vin qui a toujours été assez atypique. Donc voilà, j'étais toujours très attiré par cette maison, et elle a probablement tout ce qu'il faut aujourd'hui, et les vents sont très porteurs, on le voit aujourd'hui. euh, pour, euh, pour s'épanouir dans cette maison. Elle travaille sur le temps long, donc je savais que je pouvais y aller pour une période assez longue. Donc voilà, grand coup de cœur quand l'opportunité s'est présentée. Ouais, j'imagine. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, si on prend un peu de recul, tu parles pas mal de temps long. C'est cette année, avant que ça sorte, une bouteille de champagne Alors ça, oui, alors ça dépend, on va dire nos millésimés, c'est cette année, 7 ou 14 années. Juste pour donner un exemple, en ce moment, là, on est en train de tirer, ce qu'on appelle tirer, qui est produire en fait une de nos cuvées qui est RD, qui va vieillir 14 ans. Ça veut dire que je dois estimer quelles vont être les ventes dans 14 ans. On ne sait déjà pas ce qui va se passer dans 3 mois ou dans 6 mois, donc 14 ans. Donc ça veut vraiment dire qu'il faut tirer des droites très longues et surtout rester très... Alors on parle beaucoup de durabilité, mais nous, étant donné qu'on est sur ce temps très long, il faut impérativement du coup penser en se disant comment on va faire pour que la maison soit toujours là dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc nos plans, étant donné que RD va durer 14 ans, si je dois faire un plan dans une start-up, on va faire peut-être un plan à 6 mois, dans un grand groupe on faisait un plan à 3 ans, mais moi 3 ans ça n'a aucun sens puisque tous les vins sont dans la cave pour au moins les 5 à 10 prochaines années. Donc on fait des plans, là en ce moment je suis en train de faire un plan, c'est dur à croire, hein, mais je fais un plan à 2040. 2040. Donc je fais mon plan à 2040 en disant qu'est-ce qu'on prévoit de produire en 2040 et on tire aujourd'hui et on prépare nos bouteilles et nos investissements pour ça. C'est incroyable. C'est dur à imaginer. C'est assez unique. C'est assez unique. C'est assez unique. C'est comme de la grosse industrie lourde. Hein, on parle du nucléaire par exemple, qui est complètement atypique. Mais si on n'a pas de temps long et de politique cohérente dans le temps, mais on voit les problèmes que ça peut poser, comme ceux qu'on a en ce moment. Ouais, par exemple. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, en fait, pour l'instant, depuis que tu es rentré chez Bollinger, il n'y a même pas une cuvée de millésimée qui est sortie depuis le moment où tu es rentré chez les C'est pour ça que c'est une grande école d'humilité. Oui. C'était une très grande école d'humilité parce que très souvent, en fait, et c'est là où on voit qu'on est un maillon dans une grande chaîne, c'est-à-dire que très souvent, finalement, on prend le relais et on présente les vins des équipes qui souvent, dont une partie des équipes sont déjà parties. Donc on a ce travail de transmission qui est très très important et de continuité et de cohérence dans le temps. Et c'est pour ça que chez nous, ça n'a aucun sens de rester à court terme. Oui, c'est-à-dire venir pour 3 ans chez nous, ça n'a aucun sens. Il faut venir sur des périodes longues. Et c'est ce qui m'a attiré aussi dans cette maison. Moi je trouve qu'il y a une anecdote qui est assez marrante, c'est que j'ai lu que Champagne Bollinger c'était le préféré de ton grand-père. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots aussi? C'est une sorte d'héritage aussi, la maison Bollinger pour toi? Oui, pour moi ça représente exactement cette tradition familiale dont on parle. C'est-à-dire que c'est un vin Bollinger qui est pas, qui peut être surprenant en fait, parce que c'est ce qu'on appelle une effervescence crémeuse. Et ce qui est assez atypique, souvent on dit le champagne, moi c'est une image que je donne souvent, le champagne c'est un peu comme la pomme granny en fait. Ouais. C'est-à-dire quand on croque une pomme granny, on a le côté un peu acide, frais en bouche. Ça c'est un type de champagne, qui sont plutôt des champagnes qui en règle générale on vieillit en cuve, plutôt pas trop longtemps. Et si cette pomme granny, une fois qu'on l'a croquée, on la laisse sur sa table, au bout de quelques heures elle va commencer un peu à compoter, c'est-à-dire qu'elle va commencer à devenir un peu marron. On va avoir des arômes un peu plus élaborés, des arômes un peu compotés. Et puis si on la laisse, comme ma grand-mère, 1 an dans la cave, elle va être dans le cellier, elle va être toute rabougrie, elle va se déshydrater, et là on va avoir des arômes de sous-bois, de truffes, etc. Le champagne, en fait, c'est un peu la palette aromatique qu'on va avoir. Nous, on ne fait pas la pomme granny. Bollinger commence à partir du compoté jusqu'au sous-bois. En fait, on va plutôt chercher ces arômes
un peu tertiaires, ces arômes assez complexes, et on va chercher ce qu'on appelle cette effervescence crémeuse. Et donc très souvent, je fais souvent l'exercice avec des amis qui me disent non mais moi j'aime pas trop le champagne, le côté pétillant, le côté un peu acide, le côté pomme granny en fait, j'aime pas trop, je suis plutôt un amateur de vin. Et très souvent, je lui dis, bah, très bien, écoute, je te fais déguster un vin, puis tu vas me dire ce que tu en penses. Et je fais souvent déguster une grande année, par exemple, une grande année, au bout de 7-8 ans de vieillissement. Et là, c'est toujours une révélation, très souvent pour des amateurs de vin, parce que c'est le vin qui va sortir en numéro un, et la bulle, en fait, va rester finalement très discrète. Parce que plus un vin vieillit longtemps, moins il y a d'effervescence dedans. On perd à peu près une barre de pression tous les 10 ans. Donc le vin prend le dessus. Et c'est ça ce qu'on cherche à faire chez Bollinger. Et mon grand-père, pour revenir dessus, était lui producteur à Meursault. Hein, il avait le château de Meursault en Bourgogne. Et c'était évidemment un grand amateur de vin. Et son champagne était Bollinger. Et c'est pour ça que moi, depuis tout petit, j'ai cette image aussi de Bollinger est toujours rentrée pour moi dans un peu mes grandes icônes ou un peu mes grandes stars, mais ça fait partie des grands vins de cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un vrai bonheur et tout me paraît bien aligné, entre guillemets, pour moi en travaillant aujourd'hui pour Bollinger. Ouais, on a l'impression que tu es quand même très épanoui quand tu en parles. Il y a un grand sourire pour ceux qui regarderont la vidéo. Quand tu parles de cette maison, tu es vraiment animé, quoi. Alors, et encore, tu verrais avec une coupe de Bollinger, c'est encore mieux, quoi. Je ne demande qu'à voir. Est-ce que tu peux me raconter l'incroyable histoire de Bollinger et James Bond? Ah. Je trouve que cette histoire est exceptionnelle. J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu ça. Alors c'est une longue histoire, hein, parce que en fait Bollinger, quand Bollinger s'est développé, l'Angleterre a très vite été notre premier marché. Donc dans les années 1830-1840, quasiment la grande majorité des vins partaient en Angleterre. Pourquoi? Parce que les Anglais aiment ce style de vin un peu évolué, un peu oxydatif entre guillemets, c'est-à-dire des vins qui ont cette texture et qui sont assez atypiques dans l'univers des champagnes. Donc l'Angleterre est devenue notre premier marché et on avait un distributeur en Angleterre qui s'appelait Metzendorf et qui était quelqu'un de très chic qui venait voilà, d'Oxford et qui faisait partie de l'establishment anglais et qui a décidé au départ de ne distribuer Bollinger que dans cet univers de l'aristocratie anglaise, concrètement de l'establishment anglais. Donc très vite, Bollinger est devenu le champagne de la famille royale. Incroyable. Donc on a été la première maison à recevoir le Royal Warrant de la reine Victoria. Donc en 1884, ce qui fait que voilà, il y a assez longtemps, puis du coup il y a pas mal d'actualités en ce moment, on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec le roi Charles III et la façon dont ça va se passer. Et donc on était très présents, et donc quand Ian Fleming a commencé à écrire ses livres sur James Bond, naturellement, il a mentionné 3 maisons de champagne dans ses livres. Les 3 maisons qui étaient les plus britanniques. Donc, il y a eu Dom Pérignon, Taittinger et Bollinger, qui étaient les 3 maisons de champagne citées dans les livres de Ian Fleming. D'accord. Et ensuite, quand la famille Broccoli, donc, qui est une famille en Angleterre, qui a acheté les droits télévisés, enfin cinématographiques des livres de Ian Fleming, quand ils ont commencé à tourner les premiers films, c'était du Dom Pérignon qui était à l'intérieur. D'accord. Et je crois qu'il y a un film où il y a eu du Taittinger dedans. Et puis dans les années 70, ils cherchaient un partenaire sur le long terme. Et ils ont contacté Bollinger à ce moment-là en leur disant voilà, est-ce que vous voulez devenir le champagne de James Bond? Et à ce moment-là, Bollinger a dit non, maison assez discrète. Disant non, on ne cherche pas automatiquement à avoir de partenariats commerciaux ou autres. J'ai failli te dire qui refuserait un partenariat pareil. Voilà, donc là à cette époque c'était non, on va voir. Et du coup la famille Broccoli dit très bien, mais moi je me déplace si vous voulez, je suis en Champagne, donc je serais ravi de vous rencontrer. Et donc la famille Broccoli est arrivée en Champagne, à Haï, et à ce moment-là il y avait Madame Bollinger qui prenait le thé tous les jours à 17h. Et la famille Broccoli est arrivée à ce moment-là. Madame Bollinger parlait parfaitement anglais. Le contact est vite passé. Finalement, ils sont restés dîner. Il y a eu le dîner, toujours dans le site historique à Haï. Okay. Et Monsieur Broccoli, qui était un grand amateur de vin, visiblement a beaucoup apprécié le dîner. Et à la fin du dîner, a reproposé à Monsieur Bizot, qui était le patron de la maison, le président de la maison à ce moment-là, lui a proposé de devenir le champagne officiel de James Bond. Monsieur Bizot a dit oui à la fin du dîner.
ils se sont serrés la main, et depuis cette poignée de main, nous sommes le champagne officiel de James Bond, sans contrat, ni rien. Donc tout tient sur un gentleman agreement entre deux familles, et c'est un peu le charme aussi de ces maisons familiales, c'est d'avoir la capacité à faire des partenariats comme ça sur le temps long, et là on a fêté, ça fait plus de 40 ans qu'on a notre partenariat avec James Bond, et maintenant dans tous les films de James Bond, la seule maison de champagne qui est représentée est la maison Bollinger. Encore une chose unique pour la maison Bollinger. Oui, c'est fabuleux. Il y a deux maisons qui ont ça. C'est Aston Martin. Ok, oui. Aston Martin a aussi un gentleman agreement avec la famille Broccoli. Et donc Bollinger, qui a son gentleman agreement. Et ce qui rend d'ailleurs les choses assez amusantes, puisqu'on est invité chaque année, enfin chaque fois qu'il y a un lancement de James Bond, on est invité à l'avant-première. Et donc on arrive à l'avant-première à Londres et on découvre le film en même temps que tout le monde et on découvre si on est visible ou pas. Okay. Donc dans certains films on est visible, dans d'autres films on n'est pas visible. Étant donné que c'est un gentleman agreement, on n'a pas de contrat, donc on regarde et vous demandez et on pas découvre les bouteilles ça. Si, on envoie systématiquement un certain nombre de bouteilles pour célébrer tous les événements du film, pour célébrer, etc. Et puis on découvre pendant le film si on est présent ou pas. Une histoire incroyable. Écoute, on va passer à un petit jeu. On a la chance d'avoir comme partenaire le Nez du Vin. Je crois que tu connais, on en a rapidement parlé tout à l'heure. Je vais te donner 3 fioles rapidement. Tu vas sentir et tu vas essayer de deviner du coup ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un jeu pas si évident que ça. Je te laisse commencer. Merci. Déjà pour dire que en tout cas, j'apprécie beaucoup le Nez du Vin et on en parlait juste avant. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en famille. On s'amuse en famille, moi je le fais avec mes enfants pour les éduquer entre guillemets, pour leur faire apprécier. On le faisait au départ avec plutôt des vrais des fruits, des fleurs, on le faisait comme ça. Et finalement, je trouve beaucoup plus efficace de le faire avec le Nez du Vin. Donc voilà, quelque chose que j'apprécie beaucoup. Bon, génial. Alors, tu devrais être un expert. Alors, et c'est souvent ce que je dis à mes enfants, parce qu'ils sont les premiers à se moquer de moi à chaque fois que je me trompe. C'est une école d'humilité exceptionnelle. Puisqu'en fait, on se rend compte souvent d'ailleurs que la dégustation dépend beaucoup de son humeur, dépend beaucoup de la journée qu'on a eue, dépend beaucoup. Et il y a des jours où les choses sont très claires, et des jours où c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que chez Bollinger, d'ailleurs, on a un comité de dégustation pour éviter justement ces variations qu'on peut avoir d'une personne à l'autre. Et donc c'est pour ça que toutes les dégustations se font à 8 personnes, ou 8, on déguste, on débriefe, et on choisit ensuite en fonction de ça. Et tu en fais partie ? Et j'en fais partie, oui, tout à fait. C'est génial. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé là ? Ça, c'est le premier. Là, je retrouve beaucoup de gourmandises. On retrouve beaucoup de gourmandises. Moi, ça me rappelle, on en parlait spontanément des souvenirs d'enfance. Voilà, moi j'ai des souvenirs. Là, j'ai des souvenirs étonnamment plutôt de cuisine de ma grand-mère. J'ai un côté assez sucré, donc ça me rappelle aussi un petit peu étonnamment des confitures qu'elle pouvait faire. Alors, il faut retrouver les bonnes confitures derrière. Il y en avait trop. Il y en avait trop parce qu'elle faisait beaucoup de poires, de mirabelle, mais c'est pas ça ce que j'ai automatiquement. Oh, tu as déjà mentionné ce fruit pendant le podcast. Oui, ce sont des arômes qu'on peut retrouver. Ce sont des arômes qu'on retrouve naturellement dans les dégustations de champagne, celui-là. On peut le retrouver. Alors, c'est pas de la poire, mais ce sont des arômes je dirais que ce sont des arômes. Alors, c'est de la pomme, c'est plutôt de la pomme assez mûre. Bingo. C'est pas de la compote, mais c'est très proche de ça. C'est de la pomme. C'est de la pomme. Ouais, c'est de la pomme. Ouais, chapeau bas. C'est de la pomme assez concentrée. Enfin, tu m'as bien aidé. Le deuxième sans Z alors. Sans Z. Ouais, si. Alors là, forcément, le flacon est un peu plus coloré. Ça me rappelle étonnamment un peu la Bourgogne. Ça me rappelle la Bourgogne avec... en fait, il y a quelque chose qu'on prenait très traditionnellement pendant le week-end chez mes parents. C'était du kir, en fait. Du kir avec de la ligotée. Donc, ça me rappelle automatiquement le kir, ses fruits rouges, cassis. C'est le cassis. Ouais, exactement, c'est le cassis. Tu parles pas mal de souvenirs et c'est marrant de voir que tout de suite, tu assimiles ça d'abord à un souvenir et ensuite à un arôme. Donc, c'est assez fou. Je trouve que c'est ce qui... En fait, on se rend compte très souvent que... Moi, tous mes grands souvenirs sont des souvenirs qui sont très souvent olfactifs. Et c'est des souvenirs comme le printemps, comme le fait de se promener
avoir ces odeurs d'arômes dans les champs, etc. C'est où les arômes iodés qu'on peut avoir au bord de la mer, tout ça. Chaque souvenir est très souvent marqué avec des arômes. Il y a un gros travail de mémoire en fait. Ouais, alors enfin, étonnamment, c'est plus des travails d'émotions. En fait, c'est plus Ouais. des émotions qu'on ressent, puis avec des émotions, ou moi j'ai des souvenirs aussi de personnes aussi avec des Ah arômes oui, carrément. très particuliers sur des moments particuliers. C'est toujours un... Oula. Alors là, j'ai étonnamment un côté assez pharmaceutique, C'est vrai? hmm, qui est très étonnant. Ce sont des arômes très fins, très... Donc là, on est beaucoup plus... Alors, on n'est plus du tout dans l'univers des... Des Plus fruits. du tout l'univers des fruits, hein, on est dans un univers beaucoup plus végétal. Ouais, Et là, il y a un peu de c'est le piment, poivre. C'est le poivre. poivre, Ah, c'est du ouais. poivre Ouais, c'est celui-là? du poivre, ouais. Ouais, c'est assez C'est du poivre, particulier. c'est poivré. On a l'impression que c'est plutôt du poivre blanc si on veut vraiment être sensible que du poivre noir ultra prononcé. On revient du coup vachement maintenant à la partie temps long. T'en as beaucoup parlé. C'est une grosse valeur, j'ai l'impression. Et puis c'est aussi quelque chose de naturel en Champagne, j'ai l'impression. Euh, Il y a la projection et il y a les enjeux de demain. Les enjeux de demain, ça avance très vite. On en a beaucoup, notamment autour de l'environnement. Qu'est-ce que fait aujourd'hui la Maison Bollinger? Qu'est-ce que toi, tu essayes de mettre en place aussi au sein de la Maison Bollinger pour aller dans ce sens? Alors, c'est un sujet qui est clé pour la famille. Déjà, la famille, puisque la famille est dans une logique de transmission. Donc, leur objectif numéro un, c'est de transmettre la maison à la génération d'après dans une situation qui doit être meilleure que celle où ils l'ont reçue, idéalement. Donc, c'est leur objectif numéro un, et c'est pour ça qu'on est dans tous nos projets. On parlait d'un plan à 2040, hein, qui Ouais, était assez surprenant. On doit raisonner sur du très long terme. Et c'est ça ce qui est extrêmement impliquant pour nous. Et quand on voit la façon dont les choses évoluent aujourd'hui, ça nous pose énormément de questions. La première question qu'on a, qui est évidemment le réchauffement climatique, qui nous touche de plein fouet aujourd'hui. C'est-à-dire que pour donner juste quelques chiffres, hein, quand on regarde sur les 30 dernières années en Champagne, on a gagné 1,5 degré. Conclusion, les vendanges qui étaient principalement en octobre sont maintenant fin août. Ça va très très vite, hein. ouais. Alors que le Euh, début, on va dire, de la croissance de la vigne est pas forcément beaucoup plus tôt, si? Non, ça évolue pas forcément, et on voit qu'effectivement la période entre guillemets de maturité a tendance à se raccourcir. On était avant quasiment sur 100 jours, on est plus sur 80 jours maintenant. C'est Donc en fait incroyable. la vigne va beaucoup plus vite, ce qui entraîne plusieurs problématiques. Alors déjà il y a la problématique effectivement des vendanges pendant des périodes chaudes, hein, donc qui changent un peu l'organisation du travail, mais c'est pas tellement ça ce qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est plutôt l'évolution du goût dans un premier temps. C'est de se dire, le goût, comment va évoluer le goût. Vous savez que cette maturité peut être plus rapide. Il faut faire attention parce que on va pas atteindre automatiquement le même équilibre Bien sûr. acide-sucre qu'on peut avoir. On voit les niveaux d'acidité qui peuvent avoir tendance à baisser. Et l'acidité, c'est quand même une colonne vertébrale qui permet de garder de la tension dans nos vins, qui est extrêmement importante. Donc ça, c'est la première problématique, c'est comment on préserve le goût malgré le réchauffement climatique. Deuxième problématique, c'est qu'on voit qu'avec le réchauffement climatique, on a des variations de plus en plus fortes. C'est-à-dire qu'on va Ouais, avoir des périodes caniculaires et puis des périodes de grêle intense. On voit que la grêle, alors on a de la chance parce qu'en Champagne, on est moins touché que la Bourgogne, bien mais on sûr. voit que la Bourgogne, par exemple, a été fortement touchée. Donc on le subit directement, et ça veut dire qu'il faut, nous, complètement adapter notre viticulture, adapter notre façon aussi d'un point de vue œnologique. Regardez, on travaille sur les cépages, on travaille sur différents types de viticulture, on expérimente énormément de choses pour aider la vigne à s'adapter Bien sûr. et surtout pour conserver ce goût, le goût Bollinger. Donc ça, c'est l'enjeu qui nous occupe aujourd'hui, qui nous demande beaucoup d'attention. Ça, c'est la premier enjeu que nous avons. Le deuxième enjeu, qui est un enjeu social, qui est important pour nous, c'est-à-dire qu'on est dans une petite ville qui est AI, donc on est la plus grosse entreprise d'AI. Ça fait très longtemps que nous sommes présents, et notre rôle aussi, c'est d'avoir un développement entre guillemets économique et social de la ville qui soit sain et positif sur le temps long. Donc on s'investit beaucoup
dans la ville, dans des investissements sur un certain nombre de projets. Ça, c'est notre pour aider toutes nos entre guillemets, on appelle ça souvent les parties prenantes. Hein, c'est aider la mairie, aider les associations, aider à avoir une vie importante. Et puis la troisième partie aussi, c'est d'un point de vue économique, développer un modèle qui nous permette d'être autonomes en ressources. Et donc, pour nous, des croissances rapides sont complètement impensables. Ouais. Nous, notre objectif, c'est d'avoir une croissance qui puisse tenir dans le temps. Et donc, on est souvent sur des croissances entre 0 et 1%, grand maximum, pour garder cette durabilité de nos savoir-faire, de nos vins, de nos approvisionnements. Donc, sujet très important pour nous, lié à la dimension familiale en plus, qui est très importante. Qui aide peut-être un petit peu ? Qui aide beaucoup. Qui aide beaucoup parce que la famille s'inscrit dans le temps long, donc est prête à faire des investissements sur le temps long. Là, en ce moment, on fait beaucoup de gros investissements, où on va parler d'expérimentation, par exemple. On expérimente beaucoup la permaculture en ce moment chez Champagne-Bollinger, qui est l'idée de passer d'un modèle de monoculture, qui est le modèle qui s'est un peu installé partout dans le monde, et en France en particulier. La monoculture, c'est dans chaque endroit, on dit ici vous mettez des vignes, ici vous mettez du blé, ici vous mettez des betteraves, ici vous mettez des forêts. Et au final, on a un déséquilibre entre guillemets, un déséquilibre de notre environnement, Donc tout l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de remettre plusieurs types de cultures au même endroit. C'est comme l'arboforesterie fait partie de ça, de replanter des arbres, mais c'est aussi de remettre de l'herbe dans les vignes, c'est aussi de remettre des animaux, de retrouver un équilibre. On plante beaucoup d'arbres fruitiers, pour retrouver finalement un équilibre assez sain. On recrée un écosystème. Recréer un écosystème qui fonctionne naturellement, entre guillemets. Et alors j'ai vu que tu étais en train, ou tu as commencé à vouloir être labellisé B Corp. C'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le monde startup, un peu moins dans le monde du vin. Qu'est-ce qui a fait que tu as engagé cette démarche chez Bollinger ? Alors pour nous, en fait, c'est une étape sur une longue route, en fait. C'est-à-dire que on a une culture, historiquement, on a plutôt une culture ISO, qui est ISO, qui est la culture sécurité alimentaire dans un premier temps, puis la partie environnementale, c'est-à-dire qu'on a une logique de normes. En fait, on aime bien, chez Champagne-Bollinger, on aime bien être quantifié, être, entre guillemets, contrôlé, certifié. Voilà, c'est cette logique de se dire on avance par étapes. Donc on est passé sur les normes ISO, qui étaient très bien sur la sécurité alimentaire et l'environnement, et après la question, ça a été de se dire quelle est l'étape d'après. Alors logiquement, on a regardé l'ISO 26000, qui est la partie 26000, on va dire qu'elle n'est pas certifiante, mais ce sont des recommandations sur ce qu'on va appeler un développement durable de l'entreprise. Sauf que c'est pas de la communication, ce sont des outils d'analyse qui permettent d'évaluer. Et on a regardé ISO 26000, et puis finalement, on a été aussi particulièrement intéressé par la certification B Corp, qui est très anglo-saxonne, qui a l'énorme mérite par rapport à l'ISO 26000. L'ISO 26000 est non certifiant, c'est-à-dire que ce sont des directions et des indicateurs, alors que B Corp est certifiant. Et nous, on est dans une logique de contrôle continu. C'est ça ce qu'on aime, en fait. C'est un peu scolaire, mais ça nous permet d'évaluer en permanence. Et la recherche d'excellence, elle vient par la quantification, comment on progresse. Et donc, B Corp on a un audit B Corp qui revient régulièrement et qui nous permet de travailler. Donc là, on est en phase finale de certification, et qui sera une étape qui nous permettra de rentrer dans cette logique d'amélioration continue. Génial. Et du coup, cette certification B Corp, elle fait pas mal le lien avec ce sujet qui nous est vraiment super cher, nous, chez Vinny Daily notamment, qui est la démocratisation et la sensibilisation auprès des jeunes générations. L'environnement est un sujet qui concerne énormément les jeunes générations, mais le vin aussi, c'est quelque chose, il y a plus ou moins, en tout cas moins d'intérêt que les générations précédentes sur le vin. Qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que la maison de Bollinger fait dans ce sens aujourd'hui pour aller vers ces jeunes générations, démocratiser, rendre accessible le vin au plus grand nombre ? Alors, c'est une bonne question. Alors déjà, la chose qui est très surprenante quand je suis arrivé chez Bollinger, c'est que je pensais que l'amateur de Bollinger était plutôt quelqu'un qui avait entre 50 et 70 ans, avec un gros pouvoir d'achat, et qui profitait de la vie, et qui avait ce pouvoir d'achat qui lui permettait de le faire. Et à ma grande surprise, c'est en visitant beaucoup de salons professionnels où on organisait des dégustations, on a vu que finalement la population était extrêmement jeune. D'accord. Et ça a été pour moi une grande surprise. Non seulement on a vu beaucoup de jeunes venir déguster,
posant énormément de questions. Et là, on voit un niveau d'intérêt qui est assez exceptionnel. Okay, C'est-à-dire qu'il y a une recherche de compréhension, de discernement. On sent que, et c'est extrêmement excitant, on sent qu'il y a une volonté de comprendre les choses. Okay. C'est-à-dire qu'avant, c'était probablement l'univers du vin était un univers qui était très fermé, avec des codes très compliqués, et plutôt une communication qui était plutôt descendante. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une appétence folle de comprendre ce qui se passe derrière les vins. Oui, une demande presque d'interaction, en fait. Une demande d'interaction, et on ne veut plus voir une campagne de publicité ou voir des choses comme ça. Ce qu'on veut, c'est poser des questions, comprendre, interroger, avoir un contact direct. C'est ça ce qui est un moteur. Et donc, nous, ça nous oblige complètement à changer notre façon de faire. Avant, on avait un côté un peu, on est fermé, on produit le vin, et puis... après, dans les marchés, descendante en fait. Information descendante. Donc maintenant, on a complètement changé les choses. On a, c'est notre projet en interne. On a ouvert les grilles entre guillemets. On a créé notre propre application pour donner de l'information en temps réel sur Bollinger, ce qui s'y passe, pour rencontrer les équipes. On est en train d'ouvrir le site petit à petit pour accueillir justement toutes ces personnes qui veulent venir découvrir et venir comprendre. Et puis on a accéléré à fond sur le digital aussi, sur les réseaux sociaux, pour avoir une porte ouverte entre guillemets et pouvoir répondre en direct à toutes les questions qui peuvent se poser. Et donc derrière en fait cet esprit de dire les jeunes s'intéressent moins, non en fait les jeunes s'intéressent pas moins pour toi. Du tout. Ils s'intéressent autant, voire beaucoup plus que les générations d'avant, mais par contre ils ont besoin d'interaction et de comprendre, d'échanger avec les domaines, etc. Exactement. Moi le discours, on me dit finalement les jeunes, le vin c'est trop compliqué. C'est pas vrai, en fait, il y a un intérêt énorme, ils veulent comprendre, par contre il faut les aider. Il faut les aider, il faut leur donner les outils, et c'est pour ça que tout ce que vous faites répond exactement à ça, c'est les aider à rentrer dans l'univers du vin, parce qu'il y a un intérêt extrêmement fort. Ce qu'on voit, en fait, on dit souvent, la France consomme moins. Oui, elle consomme moins, mais en fait la réalité, c'est qu'on consomme moins, mais mieux, dans le sens où on veut mieux comprendre, on veut découvrir, on veut avoir accès finalement à cet univers qui était encore très fermé. Et donc, dès qu'on ouvre, on trouve la porte, en fait, on voit qu'il y a plein de gens qui s'intéressent, qui veulent venir. Donc, il y a pour moi une opportunité exceptionnelle d'ouvrir un peu plus les grilles de toutes les maisons. Génial. On a parlé du passé, de ton passé, du passé de la maison Bollinger, du présent. On a parlé du futur aussi, mais on n'a pas forcément beaucoup parlé des projets de la maison Bollinger. C'est quoi les projets de la maison Bollinger aujourd'hui à l'avenir ? Alors, notre projet, on a un certain nombre de projets qui sont en cours en ce moment, qui visent à nous préparer pour le bicentenaire. On va fêter notre bicentenaire en 2029. Donc les 200 ans de la maison. Les 200 ans de la maison. Alors, tu vas me dire, commencer à préparer son bicentenaire 7 ans avant, tout est en temps long. C'est énorme. Finalement, 7 ans, c'est le temps pour vieillir un millésime, donc, oui. Donc c'est ce qu'il faut. Donc, pour préparer notre bicentenaire, on a lancé 3 grands projets. 3 très grands projets. Le premier projet, c'est une rénovation totale de notre cellier. D'accord. On a aujourd'hui à peu près 4000 petits tonneaux bourguignons qui ont 20 ans de moyenne où on fait notre vinification. C'est un peu le cœur du réacteur de Champagne-Bollinger. Et notre volonté, c'est de faire toujours plus de vinification sous bois. D'accord. Qui est pour nous la meilleure façon de préparer les vins. Et donc notre objectif, c'est d'étendre notre parc et de passer de 4000 à 5000 tonneaux. Ce qui est énorme. Et ce qui nous permet d'avoir finalement une palette aromatique encore plus large pour notre chef de cave pour assembler les vins. Donc pour ça, on va étendre ce cellier. Donc ce sont des gros travaux puisque ça se fait dans le centre-ville. Donc ça, c'est une première partie. Le deuxième gros chantier, c'est la rénovation totale du site. C'est-à-dire que le site, en fait, on est très ancré dans la ville. Donc on a beaucoup de maisons vigneronnes où finalement tous nos collaborateurs habitaient dans le passé. Maintenant ces maisons sont là, il faut les rénover. Donc on a un gros projet qui commence de rénovation du site historique. Et puis on a un troisième projet qui est extrêmement ambitieux, qui est le fait de créer une maison Bollinger, dans le sens créer un endroit où on peut recevoir nos grands amateurs. Génial. Donc l'idée c'est d'avoir à peu près une vingtaine de chambres où on peut les accueillir pour des expériences œnologiques. Donc ils peuvent venir pour un week-end autour de la grande année, un week-end sur des accords mets et vins, et ils peuvent rester, dormir, et donc on aura un restaurant et des chambres disponibles pour eux. Notre objectif, c'est vraiment de rentrer, on parle beaucoup d'expérience, qui est très important. De souvenirs, tu parlais aussi. De souvenirs, d'expérience, et pour nous, il n'y a pas plus beau, et il n'y a pas mieux que de passer un week-end chez Champagne-Bollinger avec nos équipes, en direct, c'est ça ce qui est intéressant, avec nos équipes, et puis aller présenter comment on fait les vieilles vignes françaises, comment
présenter notre tonnelier, on est la dernière maison de Champagne avant un tonnelier, comment le tonnelier travaille, et le faire en prenant le temps. C'est-à-dire que la frustration, c'est quand on a des invités qui viennent, ils viennent pendant 2 heures, et ils nous disent tous, nous on rêve de rester, et de rester plus longtemps. Donc là, on va leur proposer ça. Donc ça, ce sont les grands chantiers du bicentenaire, donc ça va prendre à peu près 4 ans. On a 4 ans de travaux pour faire ça. Et puis, en parallèle, quand on parle de développement durable, on a aussi fixé des objectifs extrêmement ambitieux. Oui, d'être certifié B Corp, mais certifié B Corp, c'est une étape derrière les projets qu'on met en place. Donc on s'est fixé des engagements. On a fixé 8 engagements pour 2029, pour notre bicentenaire. Des engagements sur, par exemple, notre empreinte carbone, où notre objectif c'est de diminuer de 40% notre empreinte carbone, ce qui est un très très gros enjeu pour nous, surtout avec notre bouteille qui est assez lourde pour tenir la pression. Donc on travaille beaucoup en ce moment sur la bouteille avec cet objectif de réduction de l'empreinte carbone. Des objectifs sur la biodiversité aussi, sur l'extension de la biodiversité, sur les surfaces dédiées à la biodiversité au sein de notre vignoble, où l'objectif, on est à 15%, on veut passer à 30%, c'est-à-dire 30% de notre surface qui est dédiée 100% à la biodiversité, avec le fait de planter des haies, etc. Ça passe aussi sur un engagement autour d'une école des savoir-faire, où on veut créer notre école des savoir-faire, qui est une école de transmission, qui vise à transmettre aux générations d'après les savoir-faire spécifiques, comme remueur, comme le fait d'égorger à la main, comme la tonnellerie. Qui sont, on va dire, ancestraux. Qui sont ancestraux et qui sont un peu en perte, qu'on est en train de perdre. Donc notre objectif, c'est d'avoir une école pour les fidéliser, ou par exemple la création d'une fondation, qui est la Fondation Bollinger, qui sera là aussi pour financer des projets autour de la ville d'Ailly, pour dynamiser la ville d'Ailly. Donc voilà, beaucoup d'engagement aussi, pour se dire, aussi bien il faut préparer l'avenir, c'est-à-dire si on veut être là encore dans 200 ans, il faut faire tous ces investissements maintenant, et il faut préparer la maison aux 200 prochaines années. Incroyable. Donc, voilà. On peut dire que ça nous occupe bien. Okay. Pas mal de projets pour t'occuper et occuper toute la maison Bollinger, effectivement. Voilà, et puis sur les vins aussi, dernier point, il reste aussi beaucoup de projets sur les vins, c'est-à-dire que on a lancé donc toute une nouvelle gamme qui est 100% Pinot Noir, de 100% Pinot Noir, et là maintenant on est dans une logique où on est en train de dévoiler des parcelles. On a des vins parcellaires maintenant, toujours à fond sur le Pinot Noir, avec donc une gamme qui s'appelle Pinot Noir qui explore les différents villages. Génial. Donc le Pinot Noir d'Ailly, le Pinot Noir de Verzenay, le Pinot Noir... Notion de terroir en fait. Notion de terroir, et puis maintenant on rentre dans la notion de parcelle, et là on vient de lancer notre premier champagne parcellaire, entre guillemets, qui s'appelle la Côte aux Enfants Champagne, et puis il y a plein d'autres parcellaires qui vont arriver derrière. Tout l'objectif c'est aussi d'aider toutes ces nouvelles générations à comprendre les spécificités du terroir champenois, parce que finalement la Champagne c'est pas c'est pas juste une boisson de célébration, c'est aussi un vin de terroir, et nous on veut révéler toute la diversité du terroir champenois. Donc voilà, beaucoup de nouveaux vins qui vont arriver dans les années à venir. Beaucoup de projets, beaucoup de nouveaux vins, il y a plein de belles choses au sein de la maison Bollinger qui se projettent. On va passer du coup à la dernière phase, on va dire, de ce podcast. J'ai préparé quelques questions, on appelle ça la minute de vérité. J'ai une dizaine de questions un peu plus à te poser. Tu as le choix, oui, non, ou une réponse courte, et tu as un joker. Okay, on commence, compliqué. Bourgogne ou Champagne? Joker. Ça y est, c'est grillé. As-tu déjà songé à quitter le domaine des vins et spiritueux? Oui, une fois pour le chocolat. Champagne ou champagne rosé? Champagne. Golfe du Morbihan ou bassin d'Arcachon? Golfe du Morbihan. Une vie sans bulle est-elle plus triste? Il n'y a pas photo. Hein. Quel est le plus vieux millésime de Bollinger que tu as dégusté? 1918. Pas mal. Daniel Craig ou Sean Connery? Sean Connery pour son côté très british. Quelle bouteille de champagne as-tu ouvert pour les fêtes? J'ai ouvert une grande année rosée 2007 en Magnum, et 2007 c'était l'année de naissance de mon fils. Magnifique, magnifique. Faut-il s'y connaître en vin pour vraiment l'apprécier? Non, pas du tout. La maison Bollinger en un seul mot? Élégant. Combien de James Bond as-tu rencontré? Un seul. Vas-tu transmettre ta passion du vin à tes enfants? C'est ma mission. Du vin avec du chocolat? Dangereux. Champagne et chocolat? Oui, ça fonctionne. Vivre en France ou en Corée? En France pour l'art de vivre. Ton champagne Bollinger préféré?
Alors j'ai eu la chance de goûter une bouteille de vieille vigne française. Ah oui. C'est incroyable, on dirait quasiment de la pâte de fruits. Ok, grand souvenir. J'aimerais finir par une petite question, enfin deux petites questions. J'aimerais savoir quel est le meilleur conseil que tu as reçu au cours de ta vie et qui a marqué ton parcours, notamment dans l'univers du vin. Le meilleur alors c'est amusant, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est un de mes amis qui s'appelle Benoît. J'en profite pour le saluer. Quand j'ai travaillé dans le chocolat, à la fin de cette expérience, c'est lui qui m'a dit, mais c'est un univers passionnant de chocolat, mais je comprends pas pourquoi tu es parti de l'univers du vin qui te va si bien. Et en fait, ça m'a marqué. Et je suis retourné après dans le vin. Et quand je disais tout à l'heure, je me sentais complètement aligné avec mon histoire, mon enfance et ce que je fais aujourd'hui. Je pense que je lui suis très reconnaissant de m'avoir donné ce conseil et qui fait que je suis là aujourd'hui. Donc voilà, merci Benoît. Et enfin, si on devait interviewer quelqu'un sur ce podcast, d'après toi, qui serait intéressant d'interviewer, ce serait qui? Alors, il y a beaucoup de personnes passionnantes. Il y a une très grande personnalité du vin, qui est Michel Chapoutier, Ouais. grande personnalité du vin avec voilà, beaucoup de charisme, qui est très intéressant, beaucoup d'idées assez détonnantes aussi. Après, en Champagne, il y a une personne, quand on regarde la nouvelle génération en Champagne, c'est très intéressant d'avoir Alice Paillard, Ouais. la fille de Bruno Paillard, qui est assez exceptionnelle. Alors il y a une personnalité qui est assez extra, qui est Vincent Avenel, Ouais. qui s'occupe de chansons, du domaine D'accord. chanson, alors qui appartient à Bollinger, mais plus que ça, qui est une personnalité assez fabuleuse aussi, un vrai bourguignon, un vrai bourguignon. De quoi bien s'entendre. Oui, a priori. Eh ben, écoute, je te remercie pour ce moment. J'allais te dire, on sait de quoi te souhaiter pour cette année 2023, mais peut-être pour les 40 années à venir, pour toi et pour la Maison Bélanger. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Un grand merci et puis longue vie à ce podcast. Et puis bravo pour tout ce que vous faites pour démocratiser le vin, pour faire découvrir cet univers qui est exceptionnel. Et c'est vrai que dès qu'on met un pied dedans, on n'a plus envie d'en ressortir. Merci pour cette passion aussi. Merci et puis à bientôt.